Vous écoutez Sounds Like Portraits, conversation avec des humains créatifs. Bienvenue, c'est Philippe Ingard. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast et de visiter le site soundslikeportraits.com. Cette semaine, j'ai rencontré Emmanuel Saint-Martin dans ses bureaux à Manhattan, ancien grand reporter pour Le Point et correspondant de France 24 à New York. Il est passé de l'info globale à l'info locale en créant French Morning en 2007 pour informer en français les expatriés de la communauté française. Depuis, French Morning est devenu le premier média en ligne pour les Français aux États-Unis. Le challenge en terre étrangère, c'est que l'info locale est interculturelle. Plus qu'ailleurs, la créativité du journaliste consiste à trouver non seulement le bon sujet, le bon angle, mais surtout le ton juste pour devenir un facilitateur de l'impatriation de ses lecteurs. Emmanuel est un témoin des mœurs françaises. Qu'en est-il de l'arrogance supposée des Français à l'étranger? Cliché ou réalité? C'est la question de la semaine. Écoutez sa réponse, mais pour commencer, il m'a parlé de ce que toute sa vie, il a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai toujours cherché à comprendre les gens, à être curieux des autres, à rester curieux surtout. Plus on passe, plus c'est ça qui compte, c'est trouver l'énergie de rester curieux. Mais voilà, c'est finalement la seule définition valable, je crois, du journalisme. C'est la curiosité, essayer de comprendre les autres, ceux qui nous ressemblent, ceux qui ne nous ressemblent pas du tout, qui sont l'exotisme de l'autre aussi. C'est quoi le frein à la curiosité pour toi? C'est l'habitude, la force de l'habitude, la vie moderne sans doute, la vie quotidienne qui peut bouffer, l'égoïsme, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais la curiosité, ça veut dire plein de choses. Pour moi, c'est une façon d'être. On est curieux. Et on est curieux toute sa vie d'une certaine manière. Du verbe naître, voilà. C'est ça que tu veux dire. Oui, on est et on est et on le reste toute sa vie. Moi, quand j'ai commencé le journalisme il y a très longtemps, les gens qui me fascinaient dans la rédaction, dans les rédactions où j'étais, c'est les gens qui faisaient le même métier depuis 40 ans, 50 ans et qui gardaient la même curiosité des autres, la même excitation à l'arrivée d'un nouveau sujet, la même envie de savoir pourquoi monsieur ou madame machin fait ça, pourquoi. Et voilà, cette curiosité un peu infantile, c'est ça que j'admire chez les journalistes. C'est la curiosité qui t'a amené à New York? Ce qui m'a amené ici, c'est ma femme d'abord. Je l'ai suivie, elle est française, mais elle travaillait à la mission française aux Nations Unies. C'est ce qui a expliqué pourquoi on est venu ici. Après, c'était un projet commun de couple et de famille, de vouloir aller ailleurs. Évidemment, moi j'étais journaliste, je travaillais dans un journal où je m'occupais d'étrangers, et donc je voyageais énormément. C'est Le Point. Le Point, oui. Et j'étais ce qu'on appelait grand reporter à l'époque. Mais à chacun de mes voyages, quand je passais un peu de temps dans un endroit, très vite j'étais en train de m'imaginer vivre là, quoi. Donc je me suis rendu compte assez vite que cette curiosité-là me poussait à vouloir approfondir aussi, quoi. Pas juste passer quelques jours ou quelques semaines, mais vraiment apprendre à aller au-delà de l'exotisme de façade de chacun des endroits où on arrive, à vouloir s'installer, à vouloir vivre une vie d'expatrié ou d'immigré. Et on avait envie de ça tous les deux. Et après, voilà, le premier qui avait l'opportunité allait emmener l'autre. On a eu un projet de mon côté, ça s'est pas fait. Et du coup, on est venu à New York avec ce projet des Nations Unies. Ici, à New York, en 2007, tu as créé French Morning. Quelle a été l'envie à l'origine de la création de French Morning? C'était de raconter la vie quotidien, enfin de raconter New York aux Français qui avaient envie d'y vivre ou qui y vivaient déjà surtout, et d'être un peu d'être le journal local des Français à l'époque de New York, puisque c'était un projet très local. Donc moi j'avais d'autres activités journalistiques, c'était un truc que je faisais vraiment à côté, le soir, le week-end, mais c'est cette envie d'info, de proximité. Quand j'étais tout petit, le premier journalisme que j'ai fait, c'était dans un journal local à Ouest France, là où
où j'étais étudiant. Je faisais tous mes week-ends et mes vacances scolaires à travailler là-bas, dans les rédactions locales. Moi, je suis normand à l'origine, donc c'était au tout début de mes études. Et pendant 3 ans, j'ai fait que ça, mes week-ends et mes vacances scolaires. Et j'ai adoré la presse locale, la proximité, justement, parce que c'est là où on découvre que tout le monde a quelque chose à dire et que les événements les plus ennuyeux a priori qu'on vous envoie couvrir quand vous faites de la presse locale, de l'Assemblée générale des anciens combattants et ce genre de choses, il y a toujours quelqu'un qui est amusant, intéressant, qui a une histoire incroyable et voilà. Et donc cette proximité de la presse locale, c'est ce que j'avais envie de reproduire pour une clientèle qui est une clientèle plutôt un lectorat qui est par définition global et globalisé. Donc c'est ce qui m'amusait, c'est ce paradoxe entre faire de l'information de proximité pour un lectorat global ou globalisé. Je voyais bien aussi quand même qu'il y avait un besoin d'information et que les gens, les Français surtout, mais ça vaut pour plein de gens, ont toujours cette réaction ou cette attitude un peu ambivalente vis-à-vis de la France et vis-à-vis de leur statut d'expatrié, entre guillemets, où on entend très souvent dire « moi je ne suis pas venu à New York pour être avec des Français ou être entre Français », et on entend très souvent dire ça dans des salles où il n'y a que des Français, ou une majorité de Français, donc on a tous cette ambivalence, et puis après on découvre, plus on passe de temps, je pense que c'est ça le déclencheur, c'est qu'au bout de quelques années, je me suis rendu compte que vivre en américain, c'était aussi vivre en communauté et reconnaître l'importance des communautés. Comment tu expliques ce sentiment des Français qui rejettent un peu tout ce qui est français ? Je ne sais pas, je pense que c'est aspirationnel, c'est-à-dire que effectivement, il y a un côté tout à fait honnête de dire moi je veux connaître le reste du monde, il y a une culture de l'exploration dans la culture française, donc les grands explorateurs français, il y a des grands, voilà, aux États-Unis, les gens qui allaient s'installer dans les chasseurs de peau, les chasseurs qui allaient s'installer dans les tribus indiennes, etc. Enfin, donc il y a une espèce de tradition comme ça, il y a une mythologie de ça, de dire moi je vais ailleurs. Je me coupe un peu de mes racines et voilà. Et ce qui est différent de beaucoup d'autres communautés et traditions, parce que la France n'a pas de tradition d'immigration massive. Bon, il n'y a pas eu l'histoire de l'Italie ou de l'Irlande ou même d'Europe du Nord ou d'Allemagne, etc. Il n'y a pas de grande communauté ici, donc ça informe aussi et ça influe sur la façon dont les Français se comportent. Et quand on arrive aux États-Unis, il n'y a pas de Little Paris ou de Petite France, à quelques rares exceptions près. Donc je pense que ça joue aussi sur la façon dont les Français se voient en tant qu'expatriés ici. Mais après, ce que j'ai noté, c'est que tous, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, ils découvrent que les États-Unis, c'est un pays de communauté et que pour bien vivre aux États-Unis, il faut accepter, reconnaître les communautés, reconnaître le caractère non exclusif des communautés. C'est pas parce qu'on appartient à la communauté française qu'on n'appartient pas à la communauté des gens qui aiment le golf, des parents d'élèves de l'école ou X, Y, Z, ou plusieurs communautés d'ailleurs ethniques, comme on dit ici. C'est pas du tout exclusif, mais c'est comme ça que la société fonctionne et c'est comme ça qu'on peut être bien dans ce pays, c'est en reconnaissant ça. Alors en 2007, tu crées French Morning. Quel a été le premier défi le plus difficile à relever pour toi ? J'imagine peut-être la levée de fonds. Non, parce que j'ai pas du tout levé de fonds, donc ça a été facile. Non, au début, c'était vraiment un projet à côté. Donc il s'agissait vraiment pour moi d'essayer de voir si ça pouvait marcher. Je voulais toujours le faire de manière professionnelle. Donc quand je prenais des piges de pigistes, je les payais. Donc ça veut dire que je prenais des piges quand il y a un annonceur qui voulait bien me donner un peu d'argent, etc. Donc c'était vraiment un projet à côté que j'ai fait pendant plusieurs années sous cette forme-là. Ce qui est assez épuisant au bout d'un moment, mais non, le principal défi, effectivement, c'est d'arriver à construire le business. C'était plus au moment où je me suis rendu compte que ça prenait, qu'il y avait un vrai intérêt et qu'il pouvait y avoir une viabilité économique. Franchir le pas suivant, c'est là où ça devient plus compliqué. Moi, j'étais journaliste, j'avais pas de formation business, je savais pas du tout, je savais rien faire en matière de business, donc j'ai appris tout seul. Et donc ça, c'est apprendre cet aspect-là et arriver à ne pas perdre de vue l'aspect journalistique quand même et ne pas se faire bouffer par l'aspect business de l'aventure, quoi. Alors on va parler de l'indépendance journalistique parce que c'est quelque chose à
à quoi tu tiens beaucoup. Quel est le modèle d'affaires, quel est le business model de French Morning? Alors nous, on est dans un type de journalisme très particulier, hein. C'est un journalisme communautaire, de proximité, donc on prétend pas, ni d'un point de vue contenu, à aborder ou traiter les grands sujets de la planète ou faire de la grande investigation, mais néanmoins ça reste du journalisme, je pense, avec les mêmes principes, effectivement, d'essayer d'être indépendant, d'être honnête, voilà. Déjà, ces deux grandes qualités-là, si on y arrive, c'est déjà bien, et donc voilà, donc ça c'est la base, disons. Pour le lecteur, pour l'abonné de French Morning, comment est-ce qu'on peut se rendre compte de la fiabilité des informations de French Morning? Parce qu'à une époque de fake news, comme on dit, c'est une question qu'on se pose tous. Je ne pense pas que voilà, ce que les gens ont en tête quand ils pensent fake news sont forcément des choses sur des sujets qui ne sont pas forcément les sujets que nous, on traite au quotidien. Après, finalement, ça revient les mêmes questions sur la différence entre ce qui relève de la publicité, ce qui relève des articles, par exemple. Bon, nous, on essaie d'avoir une politique de ce point de vue-là qui est très traditionnelle et classique, qui est de séparer les deux, qui est évidemment de faire du contenu pour des annonceurs qui nous payent pour ça, mais on le dit aux lecteurs, les lecteurs savent ce qu'on appelle des articles partenaires, c'est expliqué, on essaie de faire en sorte autant que possible que ce soit des articles qui restent intéressants, que le contenu soit à la hauteur de ce que nos lecteurs attendent. Voilà, mais c'est la transparence et le fait de faire savoir aux gens que ce qu'ils lisent a été commandé par un annonceur. Et voilà. Alors l'avantage d'être sur de l'information de niche comme nous, c'est que par définition, les gens qui vont essayer de vendre leurs produits à notre niche de lecteurs, ça va être des produits dont notre niche de lecteurs a besoin. Si on fait un article sur telle forme d'investissement, de produits d'investissement pour des expatriés, a priori, ça va intéresser une large part de nos expatriés. Si on fait quelque chose sur une nouvelle ligne aérienne low cost qui couvre entre New York et Paris, ça va passionner nos lecteurs. Donc ils vont le lire et ils vont à la limite ça ne va pas les intéresser de savoir si c'est de l'article partenaire ou de l'éditorial. Ce qui compte, c'est qu'ils vont trouver de l'information intéressante. Alors au niveau du contenu, il y a en gros 3 grandes catégories. Il y a l'actualité, il y a le guide de la ville, hein, les restaurants, tout ça, et puis les conseils pratiques. Il y a une rubrique que j'aime beaucoup, c'est la question bête. Parce qu'on apprend plein de choses, par exemple sur le pourquoi des gobelets rouges en soirée, pourquoi les radiateurs à New York font tellement de bruit, ce genre de choses très très pratiques qu'on se pose tous quand même un jour ou l'autre. Oui, en fait, c'est typiquement le type d'info. Ça a beaucoup joué dans notre image. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on fait ça. On a fait quelques centaines de questions bêtes. On arrive un peu au bout de la bêtise là, mais bon, heureusement, c'est une source inépuisable, donc on va continuer. Mais non, c'est intéressant parce que c'est certes des petites questions. On le fait. Le titre montre qu'on se prend pas au sérieux et qu'on le fait avec parfois un peu le second degré que ça nécessite, mais en même temps, ça montre vraiment aux gens c'est des questions qu'on ne se pose, ou sous la forme en tout cas sous laquelle on les pose, que parce qu'on est français vivant à New York finalement. C'est pour ça qu'elles ont de l'intérêt. Évidemment, si on ne vit pas à New York, le fait que les bruits font du radiateur, les radiateurs font du bruit, on s'en fout. Voilà, il y a des choses qui concernent plus de gens, par exemple les fameuses la vapeur dans les rues de New York qui sortent, ce genre de choses où là c'est tellement, c'est une image tellement répandue qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont lire ça. Mais ce que les gens aiment bien, c'est voilà le côté, tiens, je me suis posé cette question-là des dizaines de fois. C'est pas aller jusqu'à me forcer à aller sur Google ou chercher moi-même la réponse. Et grâce à nous, ils ont eu cette réponse-là. Donc ça montre, c'est vraiment le type de contenu qui montre la proximité qu'on a avec nos lecteurs et avec leur centre d'intérêt finalement. Voilà. Et puis ça témoigne aussi du ton de French Morning. Oui, c'est ça. On essaie de faire les choses bien, de manière rigoureuse, autant que possible, autant que nos moyens nous le permettent, avec toute la modestie qu'il faut, mais sans donner de leçons à personne. Et c'est important aussi, justement, parce qu'on est dans l'interculturel. Et quand on parle de la société américaine, ce qu'on fait souvent, on essaie, et parfois on loupe, parce que les gens ont l'impression qu'on n'a pas réussi ça, mais on essaie de ne pas être donneur de leçons.
Et de la même manière, alors c'est parce que évidemment, l'accusation d'arrogance française est quand même quelque chose qui revient fréquemment, donc on n'a aucune raison d'ailleurs, en tout cas personne à la rédaction ne croit que c'est le cas, de dire que les Français font mieux les choses. Simplement, c'est intéressant, amusant, selon les cas, de montrer qu'il y a des différences. C'est pas parce qu'on montre ces différences et qu'on essaie d'expliquer ces différences ou ces incompréhensions, voilà, que on met en cause ou qu'on dit qu'il y a une culture qui est supérieure à l'autre. Le ton est là très très important pour montrer qu'on n'est pas dans le jugement. Et encore une fois, ça arrive de temps en temps qu'on se plante là-dessus, qu'on le fasse pas bien et que les gens aient l'impression qu'on est donneur de leçons, qu'on se moque, que voilà, ce qui est jamais l'intention de départ. Parfois, il faut faire attention parce qu'on peut le faire par erreur. Et ce côté interculturel-là, ça se joue dans le ton, dans la façon dont on écrit les articles, dans le choix des articles. C'est pas très facile de l'écrire dans une charte. D'où est-ce que ça vient, à ton avis, ce jugement selon lequel les Français seraient arrogants? Ça vient d'où? C'est un vaste sujet. J'avais fait un livre il y a 15 ans. On pourrait faire une question bête dans French Morning à ce propos. J'ai écrit un livre avec un camarade, Romain Gubert, il y a 15 ans quand j'étais au Point, juste avant que je vienne ici, plus de 15 ans maintenant, qui s'appelait L'arrogance française et qui parlait de ça, du fait qu'effectivement il y avait cette espèce de complexe français d'universalité, d'universalisme, de besoin d'universalisme français qui est partagé largement avec les Américains, avec la culture américaine, à la différence que les États-Unis sont encore aujourd'hui un pays qui a les moyens de cette arrogance et la France n'a plus les moyens de son arrogance depuis trop longtemps. Donc c'est à la fois l'arrogance et l'incapacité la française à suivre derrière. C'est un sujet très vaste, mais une des raisons, c'est, je crois profondément, c'est cette volonté d'universalisme français, l'idée que la France, c'est le pays des droits de l'homme, etc. Et du coup, ça donne des responsabilités que aucun pays au monde ne peut assumer, c'est-à-dire, voilà, aucun pays n'a les moyens d'être un modèle en matière de droits de l'homme parce que la vie politique, la vie internationale n'est pas comme ça. Donc c'est évidemment tout à fait... Mais autant cette volonté d'universalisme et d'être un modèle, un phare pour la pensée mondiale, etc. est louable, autant plus on veut être ça et plus l'écart avec la réalité est cruel, quoi. En même temps, on pourrait se dire que l'arrogance française est née, si je comprends bien, au moment de la grandeur passée de la France. Pourquoi est-ce que cette arrogance n'a pas évolué? Est-ce qu'elle fait partie de l'esprit français? C'est une bonne question. Après, il y a des besoins aussi. Enfin, la grandeur, la question de la grandeur de l'Empire britannique se pose aussi en Grande-Bretagne, et que dans ce qui se passe sur le Brexit, il y a aussi une espèce de... Il y a sans doute, certains ont vu et voient... c'est évidemment pas la seule raison, mais une espèce de nostalgie aussi. La nostalgie, évidemment, Make America Great Again, c'est une part importante. Donc ça existe dans toutes les cultures, l'idée que c'était mieux avant. En France, ça se traduit pour des raisons justement voilà, des idéaux sans doute issus de la Révolution française, de l'histoire coloniale de la France. Voilà, ça se traduit par ces attitudes qui sont très souvent vues comme arrogantes. Après, il y a aussi des différences culturelles qui fait que les choses qui sont vécues par des gens qui ont une éducation sont peut-être moins rigides, plus américaines en tout cas. Pour les Américains, souvent, ils prennent comme une expression de l'arrogance française des choses qui sont simplement le fruit d'une éducation rigide ou d'une manière de se comporter avec les autres qui est plus réservée que ça n'est le cas aux États-Unis. Donc c'est aussi, voilà, on est encore une fois là, toujours dans l'interculturel, mais c'est complexe, mais c'est une série de petits comportements comme ça, les petites spécificités culturelles nourrissent ce récit plus grand de cette arrogance française, quoi. Si on revient à French Morning, il y a maintenant dans French Morning des rubriques nouvelles. Il y a des podcasts sur le vin, sur le business, sur le bilinguisme. Pourquoi avoir ajouté cette partie sonore?
Parce que d'abord, on aime beaucoup ça, nous, les gens qui faisons French Morning. Donc, c'est un médium qui nous intéresse énormément, l'audio, que l'explosion des podcasts, n'est-ce pas, ces dernières années, voilà, a montré qu'il y avait un besoin pour ça et qu'on pense qu'en tant que média de proximité, justement, la radio, comme on disait avant, ou le podcast maintenant, en tout cas l'audio, est justement un médium très très intéressant, qu'on exprime par l'oral, en prenant le temps de raconter les choses, ou s'il s'agit d'interviews, ou s'il s'agit de choses plus de reportages, en faisant écouter, et quelque chose qui a vraiment qui a de la valeur pour des gens qui veulent faire de l'information de proximité. Outre la valeur intrinsèque qui fait le succès des podcasts en ce moment, qui est sans doute justement la capacité à la fois à prendre son temps, on sait qu'à être engagé, on sait que les gens écoutent des podcasts en faisant autre chose, mais ce qui fait que la plupart des podcasts sont écoutés dans leur intégralité, ce qui est évidemment un certain contraste avec 80% des vues vidéo sur Facebook qui font 3 secondes. Et qui sont voire moins. Voire moins. Non, 3 secondes en dessous, c'est pas compté. Mais voilà, donc oui, il y a les... Pour nous, c'est un média qui est intéressant comme pour tout le monde, et en plus qui a une spécificité pour un média de proximité comme nous. Il y a un des podcasts qui est consacré à l'expatriation. Ouais. Est-ce qu'il y a des problèmes d'expatriation propres aux Français, à ton avis ? Il n'y a pas de tradition d'immigration française. Donc, c'est pour ça d'ailleurs, c'est intéressant, tout le débat, qu'est-ce que c'est qu'un expat, qu'est-ce que c'est qu'un immigré, etc. etc. Mais les Français ne s'inscrivent pas dans une tradition comme d'autres pays où il y a eu avant eux beaucoup de fortes communautés d'immigrés et qui peuvent un peu, quand ils arrivent dans le pays, finalement se joindre à ces gens qui sont venus avant eux. Donc de ce point de vue-là, c'était plus une aventure individuelle, l'expatriation, avec la difficulté effectivement à se reposer sur un système de support, de soutien, de communauté. Voilà. Ça change, il y a de plus en plus de choses qui existent. Le succès de French Morning, je pense, en est un symptôme, en tout cas, que les gens ont conscience que c'est quand même pas mal d'avoir une information qui est faite pour vous, à l'endroit où vous habitez, et il y a des pendants à ça, en organisation, voilà, de non-profit ou for-profit qui accompagnent les gens. Donc ça se développe beaucoup. Après, à part ça, je ne pense pas qu'il y ait de spécificité nationale. Les difficultés quotidiennes, éventuellement, de l'expatriation, elles sont un peu les mêmes pour tout le monde. Ouais. Toi, personnellement, tu es un témoin privilégié du fonctionnement de la communauté française et même de la communauté francophone ici à New York et dans les États-Unis plus généralement. Depuis 2007, est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué véritablement depuis que tu es arrivé ? Sur la communauté française, oui, beaucoup. C'est-à-dire, il y a eu un changement qui était déjà commencé il y a 10 ans, 12 ans, mais qui s'est accentué considérablement. C'est que la définition de ce que c'est que l'expat a beaucoup changé. C'est-à-dire, quand on parlait expat il y a 10 ans, on pensait aux gens qui étaient envoyés par des entreprises, des grosses entreprises, notamment des banques à New York, avec donc un package qui allait avec, qui faisait que la vie était très confortable, et on était là pour 3 ans, 5 ans, et puis après on allait ailleurs. Donc cet expat traditionnel, il existe encore un peu, mais très peu. La plupart des grandes entreprises ont beaucoup diminué leur recours aux expats pour les remplacer par des Américains, enfin par des gens du pays en question, donc y compris dans les plus hauts échelons de direction, ce qui n'était pas le cas avant. Mais à la place, on a eu effectivement des gens qui sont venus de manière beaucoup plus entrepreneuriale, soit comme entrepreneurs réellement pour créer leur boîte, ou parce qu'ils avaient créé leur boîte en France et qu'ils voulaient continuer de la développer ici, donc énormément de start-up, etc. Voilà, on se rapproche plus. La communauté, de ce point de vue-là, est beaucoup plus hétérogène, hétéroclite qu'elle n'était avant, avec des gens qui ont des projets individuels, qui viennent peut-être plus longtemps. Et la frontière entre ce qui était peut-être plus clair il y a 10 ans, entre qu'est-ce que c'est que l'expatriation, qu'est-ce que c'est que l'immigration, existe beaucoup moins, quoi. Voilà. Donc ça, il y a un vrai changement
disons, de ce qu'est la composition démographique ou sociologique des Français, de la communauté française ici aux États-Unis. Et à côté de ça, l'autre chose qui a évolué, c'est, je pense, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité des Français, et c'est sans doute lié d'ailleurs, hein, mais la capacité des Français à comprendre que les États-Unis sont un pays de communauté coexistante et connectée à la fois. Enfin voilà, ce côté définition de ce que c'est que la communauté, avec en plus tout l'arrière-plan qu'il y a en France sur le gros mot que constitue communautarisme. Cette différence-là, je pense que les Français, la plupart des Français la comprennent bien et la vivent. Ce n'était pas forcément le cas il y a 10 ou 12 ans. Alors, on a parlé de l'édition new-yorkaise de French Morning. Il y en a 6 autres, je crois. Aux États-Unis. Oui, et on est maintenant à Los Angeles, San Francisco, au Texas, on appelle Texas parce que c'est à la fois Dallas, Houston et Austin, à Miami, à Washington, D.C. Et puis on a ouvert il y a 2 ans en dehors des États-Unis. Et puis surtout, tu as ouvert une version anglaise de French Morning. C'est ça, donc en même temps, enfin un peu avant, même avant d'ouvrir à Montréal et avant d'ouvrir à Londres, on avait ouvert un site qui est donc différent pour le coup, qui s'adresse à une audience totalement différente, qui sont les Américains qui s'intéressent à la France, qui est en anglais et qui s'appelle Frenchly, ly.us. Et qui a bien grossi ces derniers temps et qui là parle beaucoup plus de la France, certains diraient cliché, mais disons le lifestyle, comme on ne dit pas en français, le voyage en France, les activités culturelles françaises ou francophones à faire à New York ou à faire aux États-Unis. Voilà, et ça a pas mal de succès. On fait aussi beaucoup de vidéos assez amusantes dans ce cadre-là qui nous ont apporté beaucoup de lecteurs. À propos des prononciations notamment. Par exemple, ouais, ça c'est une des vidéos qu'on a faites qui fait des dizaines de millions de vues sous ses formes différentes, YouTube, Facebook, etc. Et on en a fait plusieurs dans cette veine-là et on en fait d'autres où on essaie justement de faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois de sourire de nos différences en souriant de nous d'abord. Donc sans être arrogant, sans se moquer des autres. Donc parfois, ça peut passer un peu à côté, les gens trouvent que c'est trop moqueur, etc. Mais grosso modo, ça correspond quand même à peu près au ton qu'on veut donner et ça nous a permis de décoller considérablement en vidéo, ce qui est, enfin, à notre échelle de sites communautaires, et on a 85 000 et quelques abonnés à notre chaîne YouTube, des millions de vues par mois sur YouTube et sur Facebook, donc ça nous a permis de bien décoller, oui. C'est la dernière étape de l'entretien. Je vais sortir de la pièce. S'il te plaît, tiens le micro et ajoute ce que tu veux à l'entretien. Ce que j'ai envie d'ajouter, c'est qu'il faut vraiment que je trouve une manière plus intelligente de dire traiter l'information sérieusement sans se prendre au sérieux, parce que ça fait vraiment vieille baderne que je suis, mais finalement au jour d'aujourd'hui c'est la seule conclusion ou la seule manière de décrire les choses et de décrire ce qu'on fait que j'ai trouvé, mais je promets d'essayer de m'améliorer et de trouver mieux. Merci Emmanuel d'avoir partagé ton histoire dans Sounds Like Portraits. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast et de visiter le site de soundslikeportraits.com. Musique Charmeuse de serpent, composée et dirigée par Olivier Glissant. C'était Philippe Ingard. À bientôt.